Je vous raconte le procès de Bobigny en 1972. Le procès qui a ouvert le débat en France sur l'avortement et conduit dans la foulée au vote de la loi Veil. L'histoire d'une gamine de 16 ans, Marie-Claire Chevalier, qui tombe enceinte après un viol, qui avorte et qui se retrouve avec sa mère, l'avorteuse et 2 amis qui les ont aidés devant le tribunal à Bobigny. J'ai écrit cette histoire en m'appuyant sur le livre de Catherine Valenti chez Larousse, Bobigny, le procès de l'avortement. La réalisation est de Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelatte. À la fin des années 50, Michel Chevalier est une fille-mère, comme on dit. Un homme lui a fait 3 enfants, 3 filles, et il s'est barré sans même les avoir reconnues. Michel se retrouve seul avec 3 filles à élever, sans argent. Alors elle les confie à sa mère, et elle se saigne aux 4 veines pour lui verser une petite pension, et elle vient les voir de temps en temps. Et puis au bout de quelques années, en 1965, Michel trouve enfin un emploi stable, à la RATP, sur la ligne du métro Mairie de Montreuil-Pont-de-Sèvres. 1500 francs par mois, 2300 francs avec les primes et les allocations. Et elle décroche un HLM, à Neuilly-Plaisance, pas le Neuilly des riches, le Neuilly de Seine-Saint-Denis, dans la banlieue est de Paris. Elle s'y installe avec ses 3 filles. Marie-Claire, son aînée, a alors 10 ans, et les 2 autres, 9 et 8 ans. Quand on mènera une enquête de moralité sur cette mère, on ne trouvera rien à dire de mal. Elle s'est sacrifiée pour élever ses enfants. Elle a renoncé à toute vie personnelle. Et depuis le départ du père, elle n'a jamais plus ramené d'homme à la maison. La fille aînée de Michel, Marie-Claire, a maintenant 16 ans. À l'école, elle n'est pas très brillante. Elle a échoué dans un CET, un collège d'enseignement technique. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard, Marie-Claire ? Je sais pas trop. Un métier par rapport aux enfants, quoi. À 16 ans, Marie-Claire commence à s'intéresser aux garçons. Mais elle n'en parle pas à sa mère. À l'époque, au début des années 70, ça ne se fait pas. Même si 68 est passé par là. Au mois d'août 1971, Marie-Claire se met à fréquenter une bande de copains de son âge. Et un jour, elle fait la connaissance de Daniel, un garçon de 18 ans. Il sort de maison de correction pour de petits vols. Il est, comme on dit, en liberté surveillée. Et Marie-Claire, il la trouve mignonne. Ouais, mignonne. Lui est un peu plus âgé que le reste de la bande. Il a déjà son permis. Ça te dirait que je t'emmène faire un tour en voiture ? Ben oui. Ça te dit de venir faire un tour chez moi ? Il y aura ma mère, Je voudrais te faire écouter des disques que je viens d'avoir. Oh ben d'accord. Il lui a menti. Sa mère n'est pas chez lui et peut-être qu'elle n'a jamais habité là. Il l'emmène dans sa chambre. Il la jette sur son lit. Pourquoi tu fais ça ? T'es mignonne. Tu m'excites. Faut qu'on le fasse. Et il lui arrache le collant. Et il lui arrache la culotte. Et elle hurle. Et là, il attrape une paire de ciseaux sur la table de nuit. Est-ce qu'il les avait mis là pour ça ? Si tu bouges, je te crève les yeux. Il baisse son pantalon. C'est la première fois qu'elle voit un sexe en érection. Et il se jette sur elle. Et il lui fait mal. Très mal. Et quand il a fini, il se désintéresse d'elle. Il est là, sur le lit, sans bouger. Et elle ramasse ses vêtements. Et elle s'en va. Et elle se rhabille dans un coin du hall de l'immeuble. Elle traverse Neuilly-Plaisance en pleurant. Elle arrive chez elle, elle s'enferme dans la salle de bain. Elle se met sous la douche. 3 semaines plus tard, Marie-Claire a, comme elle dit, des troubles. Elle est enceinte. Elle hésite à en parler à sa mère. Mais comme elle est nerveuse, qu'elle ne mange plus, qu'elle ne dort plus, sa mère finit par se douter que quelque chose ne va pas. Alors elle lui dit tout. Tu sais, si tu le veux, ce bébé, on se débrouillera. Non. Je suis pas capable d'élever un enfant. Qui a eu l'idée de faire appel à une faiseuse d'ange ? Qui a eu l'idée d'avorter ? Marie-Claire elle-même ou Michel, sa mère ? Tu sais, maman, je veux pas connaître la même vie que la tienne. Je te comprends, ma chérie. C'est vrai que c'est un fardeau.
Si on m'oblige à le garder, je l'abandonnerai à l'assistance publique. Marie-Claire recroise Daniel qui l'a violée. Il habite le quartier. Et elle lui dit qu'elle est enceinte. Et il le prend très mal. Il est violent. Ça la renforce. Elle ne veut pas d'enfant d'un garçon brutal. Quelques jours plus tard, Marie-Claire va voir son gynécologue. Bien. Je vous confirme que vous êtes enceinte, mademoiselle. Je veux avorter. Je peux le faire si vous voulez. Mais ça sera 4500 francs. 4500 francs. 3 fois le salaire de sa mère. Il va falloir se débrouiller autrement. Michel, la mère, en parle à Lucette, une de ses collègues de la RATP. Lucette est très catholique. Elle lui dit que pour elle-même, elle préférerait mourir plutôt que d'avorter. Mais pour les autres, elle ne veut rien imposer. Chacun sa liberté de conscience. Et donc elle-même, elle en parle à une autre collègue, Renée. Et c'est elle, Renée, qui donne à Michel le numéro de téléphone. Tiens, Michel, c'est une avorteuse. Elle s'appelle Micheline Bambuc. Appelle-la. Cette Micheline Bambuc, comme toutes les femmes d'ailleurs de cette histoire, élève elle-même 3 enfants, seule. Son mari n'est pas parti, il s'est suicidé. Et avant, quand il faisait l'amour, son mari ne prenait pas de précautions. Il lui disait « c'est à toi de te débrouiller ». Alors plusieurs fois, elle s'est avortée elle-même, toute seule. C'est comme ça qu'elle a appris. Michel l'appelle. L'autre lui raccroche au nez. Alors elle la rappelle plusieurs fois. Vous comprenez, c'est qu'elle est enceinte de 10 semaines. Faudrait pas traîner, quoi. Bon, d'accord. Mais ça sera 1200 francs, hein. Michel rassemble ses économies, elle emprunte ce qui lui manque, et le 5 novembre 1971, Micheline Bambuc vient voir Marie-Claire. Bon, je vais te poser une gaine de fil électrique. Faudra que tu la gardes 3 semaines. Et je viendrai régulièrement contrôler, hein. Elle vient 5 fois pour contrôler. Et tous les jours, Marie-Claire va au collège, et pourtant elle a mal. Mais dans la nuit du 20 novembre, elle fait une grosse hémorragie. Elle se vide de son sang. Michel court téléphoner chez une voisine pour appeler les secours. Et Marie-Claire est transportée à la clinique Saint-François, à Paris. À l'arrivée, on lui demande 1200 francs. Elle ne les a pas. La mère donne 200 francs en liquide et un chèque en bois. Son hémorragie est jugulée sous anesthésie. Elle sort de la clinique 3 jours plus tard. Un jour, Marie-Claire croise à nouveau Daniel, son violeur, au pied de l'immeuble. Je me suis fait avorter. J'ai failli y passer, mais je me suis fait avorter. Quelque temps plus tard, ce Daniel tombe pour un vol de voiture. Et il se dit, si je veux la paix, il faut que je lâche quelque chose. Alors il balance Marie-Claire. Je sais pas si ça vous intéresse, mais moi je connais une fille, elle s'est fait avorter. C'est lui qui l'a violée. C'est lui qui l'a mise enceinte. Et c'est lui qui la balance. Le 12 janvier 1972, Michel la mère est au lit avec la grippe. Ouvrez, madame, c'est la police. Et Michel avoue tout de suite. Elle assume. Oui, elle a aidé sa fille à avorter. Et puis crac, un beau jour, la police qui arrive à la maison, et puis voilà, le grand cinéma, madame, dites-nous tout, il vous arrivera rien, et puis hein, voilà où on en est aujourd'hui. C'est tout à fait injuste, c'est une loi qui est très injuste. La loi, elle est faite pour les riches. Ceux qui ont les moyens d'aller en Angleterre, d'aller en Suisse, d'aller partout ailleurs, ils ont de l'argent, c'est très bien. C'est la justice des pauvres, c'est ça. Et les policiers perquisitionnent le petit appartement HLM. Et tous les acteurs de l'avortement de Marie-Claire sont inculpés. Marie-Claire, la maman, Lucette, la collègue de la RATP, Renée, qui a donné le numéro de la faiseuse d'ange, et bien sûr l'avorteuse, Micheline Bambuc. 4 femmes, à qui on annonce qu'elles seront jugées. Marie-Claire devant le tribunal pour enfants le 11 octobre, et les 4 complices le 8 novembre devant le tribunal correctionnel de Bobigny. La mère et la fille sont au fond du trou. Marie-Claire s'en veut beaucoup d'avoir mis sa mère dans cette situation. Elle a des pensées suicidaires. Mais Michel est une combative, et elle lit beaucoup. Et elle vient justement de lire le livre d'une avocate, Gisèle Halimi, au sujet d'une jeune militante du FLN torturée et violée par des paras-français en Algérie. Elle va la voir fin janvier 1972 à son cabinet. Et tout de suite, Maître Halimi voit dans cette affaire une opportunité
Profitez de ce procès pour dénoncer la loi. L'article 317 du Code pénal qui dit, je lis, « Quiconque par aliment, breuvage, médicament, manœuvre, violence ou par tout autre moyen aura procuré ou tenté de procurer l'avortement d'une femme enceinte ou supposée enceinte, qu'elle y ait consenti ou non, sera puni d'un emprisonnement d'1 an à 5 ans et d'une amende. Le procès de la petite se fera à huis clos, mais le procès de la mère et de ses 3 complices sera public. Gisèle Halimi veut en faire le procès de la loi qui réprime l'avortement. Et l'association Choisir, qu'elle vient de créer avec l'écrivaine Simone de Beauvoir, sera le bras armé de ce combat. Donc, les juges du tribunal pour enfants de Bobigny ont décidé que Marie-Claire serait jugée à huis clos. Ça n'est donc pas là que Maître Halimi pourra mener son combat. Mais tout de même, une réunion de Choisir a lieu quelques jours avant le procès de Marie-Claire. Et il est décidé d'imprimer des tracts. Moi, je propose qu'on aille distribuer ces tracts sur les marchés. On devrait mettre l'accent sur le fait qu'elle vient d'un milieu défavorisé. Que c'est parce qu'elle est pauvre qu'elle est là. Le tract appelle à manifester devant le tribunal le 11 octobre à 9h. Le dimanche qui précède, les militantes du mouvement de libération de la femme et de Choisir vont distribuer plus d'1 millier de tracts sur le marché de Bobigny. Et le lendemain, le 9, une première manifestation est organisée place de l'Opéra à Paris. Quelques centaines de manifestants qui scandent le prénom de Marie-Claire. Et le matin du 11, le jour du procès de Marie-Claire, c'est une foule compacte qui se presse devant le palais de justice. 250 personnes et quelques personnalités. L'actrice Delphine Seyrig est là, avec son compagnon, Samy Frey. À l'intérieur, dans la salle d'audience, Marie-Claire elle entend les slogans. Elle se dit, c'est pour moi tout ça? Il va falloir que je tienne le coup. Elle se lève pour parler. Et pour la première fois, elle raconte le viol. Et elle assume. Elle assume tout. C'est pas la peine d'aller chercher des noises à ma mère. C'est moi. C'est moi toute seule qui ai pris la décision de me faire avorter. Je voulais pas devenir mère à 16 ans. En vérité, les juges sont très embarrassés. Elle a été violée, c'est une circonstance atténuante. Mais elle n'a pas porté plainte contre son violeur. Alors comment justifier cette circonstance atténuante? Quand Gisèle Halimi se lève pour plaider, elle aussi entend les gens à l'extérieur qui crient « Libérez Marie-Claire! Libérez Marie-Claire !» Si Marie-Claire était issue d'un milieu favorisé, elle aurait avorté confortablement dans une clinique suisse, anglaise, voire parisienne. Mais il y a 2 poids, 2 mesures. Les femmes aux revenus confortables peuvent avorter dans un milieu médicalisé et sans crainte d'être poursuivies, alors que pour celles des classes défavorisées, l'avortement est souvent réalisé par des incompétentes et les hémorragies fréquentes et le risque de poursuite judiciaire. Si vous regardez les 5 à 600 jugements prononcés chaque année pour avortement, 35% sont des employés de bureau, 26% sont des ménagères, 5% sont des ouvrières, toutes des femmes de milieu populaire. Quelques minutes plus tard, Marie-Claire apparaît en haut des marches du palais de justice de Bobigny, toute frêle, dans son manteau bleu. Elle a été relaxée. Les juges ont retenu l'excuse de jeunesse. Voilà comment c'est formulé. Attendu que Marie-Claire Chevalier, écolière à peine âgée de 16 ans, non préparée à l'état où elle se trouvait, ni avertie des risques qu'elle courait, n'a pas librement et délibérément choisi d'accomplir l'acte qui lui est aujourd'hui reproché, qu'elle a souffert de contraintes d'ordre moral, familial et social auxquelles elle n'a pas pu résister, elle est donc relaxée. Ce jour-là, Gisèle Halimi dit à Michel, la mère, « Tu sais Michel, pour toi, ça sera beaucoup plus dur, hein ?» L'après-midi de la relaxe de Marie-Claire, le premier coup de fil de Gisèle Halimi est pour Simone de Beauvoir. Elle a été relaxée? Oh merde, j'avais déjà écrit mon papier pour le Nouvel Observateur. Je pensais qu'elle allait être condamnée, moi. C'est suspect, cette relaxe, non? Le pouvoir magouille? Il veut casser notre mouvement, non?
Gisèle Halimi est un peu abasourdie. Parce que pour elle, c'est une victoire. Écoutez, Castor, le vrai procès, c'est dans 3 semaines, hein? Vous verrez. On va en faire le procès de la loi. Le procès de Michel Chevalier, de ses 2 copines de la RATP, Lucette et René, et de l'avorteuse Micheline Bambuc, sera public. Maître Halimi a décidé d'en faire un procès politique. Elle va passer par-dessus la tête des magistrats. Elle va parler directement à l'opinion, au pays. Et pour ça, elle a envie de faire venir des grands témoins. Des gens comme Simone de Beauvoir, ou Françoise Fabian, la comédienne, ou le biologiste Jean Rostand, ou le professeur Paul Miliez, qui est catholique mais qui défend l'avortement. Alors elle décide de soumettre sa stratégie de défense à une assemblée générale du MLF et du mouvement Choisir. Et elle tombe sur un os. Tu veux faire venir des grands témoins? Et donc tu veux faire venir des mecs? Faut que des femmes. C'est un procès de femmes. Et des femmes anonymes. Et surtout pas de mecs. Gisèle Halimi est atterrée. Et Michel, Lucette et René qui sont là, aussi. Lucette se lève à son tour. Je comprends pas votre attitude. Moi je suis une femme du peuple. Et j'ai besoin de voir à la barre le professeur Monod, le professeur Jacob, le professeur Rostand me dire à moi qui sais rien. Que je suis pas coupable. On vote à main levée. Et le projet de grand témoin de Gisèle Halimi est rejeté. Tant pis, se dit Gisèle Halimi, une défense, c'est un tête-à-tête entre un avocat et l'accusé. Ça ne se gère pas en réunion plénière, qu'elles aillent se faire voir. Elle fera ce qu'elle a prévu. Le procès s'ouvre le 8 novembre 1972 à 8h du matin. Devant le palais de justice de Bobigny, des centaines de manifestants, avec des banderoles. La Suisse pour les riches, les assises pour les pauvres. Le procès commence par l'audition des accusés. La première à être interrogée est Micheline Bambuc, l'avorteuse. Je reconnais que j'ai accepté d'avorter Marie-Claire contre une somme de 1200 francs. Je suis veuve, vous savez, et j'ai 2 enfants à charge. Qu'avez-vous fait, madame, quand vous êtes allée voir Marie-Claire pour la première fois? Eh bien, je l'ai examinée avec un spéculum. Vous l'avez examinée par la bouche? Ah non, monsieur, pas par la bouche, non. Ensuite vient le tour de Michel Chevalier, la mère. Vous savez, j'ai surtout voulu éviter à ma fille la vie de mère célibataire que j'ai moi-même connue. Je ne regrette rien. Même si c'est Marie-Claire qui a pris sa décision. Seule. Et ensuite, Lucette, qui a fait l'intermédiaire avec René, qui a donné le numéro, assume. Vous savez, je suis catholique. Pour moi, je l'aurais pas fait. Mais j'ai changé là-dessus. Si c'est fait dans certaines conditions, eh bien je pense que c'est à la femme de décider. Ça n'est pas le problème, madame. Si, pour nous, c'est le problème. Maître Halimi vient de surgir de son banc. Pour nous, c'est même le seul problème. Nous ne faisons pas mettre le procès d'une loi. Si personnellement, je le ferai. Ensuite, on passe à René, qui a donné le numéro de la faiseuse d'ange. Elle assume, elle aussi. Ensuite, on passe aux témoins. Et la première, eh bien, c'est Marie-Claire. Elle raconte à nouveau tout, mais pas le viol. Et après, c'est au tour des grands témoins auxquels le président va mettre des bâtons dans les roues. Lui, ce qui l'intéresse, ce sont les faits, pas la politique. Michel Rocard, dirigeant du PSU, est le premier. Monsieur, que pouvez-vous nous dire sur les faits eux-mêmes? Écoutez, je suis indigné de la législation française actuelle qui place ces femmes sur le banc des accusés, et je prépare d'ailleurs une proposition de loi sur le droit à l'avortement. Tenez-vous au fait, monsieur Rocard, je vous en prie. Le professeur de médecine Paul Miliez est le grand témoin suivant. À titre personnel, je n'ai pratiqué qu'un seul avortement, alors que j'avais 19 ans et que j'étais jeune externe. Et bien que catholique pratiquant, je l'ai fait, parce que j'ai été touché par le désarroi d'une jeune femme en détresse.
Et ensuite, je ne l'ai plus fait moi-même, mais je les ai orientées, ces femmes, disons. Vous savez, nous sommes des bourgeois. Nous connaissons les méthodes contraceptives. Mais ces femmes du peuple, on ne leur a pas enseigné. Le docteur Palmer, gynécologue, vient ensuite donner des chiffres. J'estime qu'il y a entre 360 000 et 1 million d'avortements pratiqués chaque année en France, et que dans 1% de ces cas, les femmes en meurent. Le docteur Mandel, neuropsychiatre, est le grand témoin suivant. Vous savez, une grossesse non désirée n'est pas sans conséquence pour la femme, mais aussi pour l'enfant, qui n'a pas été voulu. Arrive ensuite Jacques Monod, directeur de l'Institut Pasteur et prix Nobel de médecine. Le président est agacé. Je suppose que c'est encore un témoin de moralité qui ne connaît rien à cette affaire. Monsieur le Président, je vous le dis, si j'avais fait la connaissance de Madame Chevalier, je l'aurais aidé à faire avorter sa fille. Puis vient l'actrice Françoise Fabian. Je n'ai pas honte de le dire. J'ai moi-même avorté. En 1971, juste avant Marie-Claire. Et puis l'actrice Delphine Seyrig. J'ai avorté à plusieurs reprises. Parce que j'ai estimé que c'était mon droit de ne pas avoir d'enfant. Et arrive Simone de Beauvoir. La loi qui interdit l'avortement a été mise en place pour opprimer les femmes. L'exaltation de la maternité n'est qu'une façon de garder la femme au foyer et, sous couvert de mission naturelle, de lui faire accomplir des tâches domestiques non rémunérées. Et maintenant, place au réquisitoire et à la plaidoirie de Maître Halimi. Le procureur de la République se lève. La culpabilité de ces 4 femmes ne fait aucun doute. Et d'ailleurs, elles ont reconnu les faits. Bien sûr, je reconnais aux accusés la circonstance atténuante de pauvreté. C'est un argument recevable. Mais il ne fait pas disparaître le délit. La défense nous dit la loi est périmée. Il n'appartient pas au juge d'abroger la loi, mais simplement de l'appliquer. Il réclame donc du sursis pour Micheline Bambuc et une amende, et pour Michel Chevalier, une sanction, sans en dire plus. Quant à Lucette et René, dont il dit qu'elles sont à l'écart du délit, il veut une sanction de principe. Et puis arrive la plaidoirie de Maître Gisèle Halimi. Je veux vous dire d'abord que je m'identifie totalement avec ces 4 femmes. Elles sont ma famille. Voilà 20 ans que je plaide, messieurs. Je n'ai jamais plaidé pour la femme d'un haut commis de l'État ou d'un médecin célèbre, ou pour la maîtresse de ces mêmes messieurs. Jamais. Je n'ai plaidé que pour des femmes pauvres, vulnérables, sans argent, sans relation. Vous condamnez toujours les mêmes, les Madame Chevalier. Savez-vous, messieurs, que les rédacteurs du Code civil, dans leur préambule, avaient écrit ceci. La femme est donnée à l'homme pour qu'elle fasse des enfants. Elle est donc sa propriété comme l'arbre à fruits et celle du jardinier. Alors certes, le Code civil a changé, mais ce qui n'a pas changé, c'est que nous n'avons pas le droit de disposer de nous-mêmes. Regardez-vous et regardez-nous. 4 femmes comparaissent devant 4 hommes. Est-ce que vous accepteriez, vous, messieurs, de comparaître devant des tribunaux de femmes parce que vous auriez disposé de votre corps? Ce jugement, messieurs, vous le savez, ce jugement de relax que vous allez prononcer sera irréversible. Messieurs, il vous appartient de dire aujourd'hui que l'ère d'un monde fini commence. Le jugement dans cette affaire
est rendu le 22 novembre 1972. Il n'est pas sévère, mais ça n'est pas non plus une relaxe générale. René et Lucette sont relaxés. Mais Micheline Bambuc est condamnée à 1 an de prison avec sursis. Et Michel Chevalier est condamné 500 francs d'amende avec sursis. Elle fait appel. Et la justice oublie de la convoquer à un nouveau procès. Elle bénéficie donc de la prescription. Et en droit, Michel Chevalier n'a jamais été condamné. 2 ans plus tard, Simone Veil présente le projet de loi qui légalise l'avortement en France en Conseil des ministres. Et la loi Veil est promulguée au journal officiel le 17 janvier 1975. J'ai écrit cette histoire en m'appuyant sur le livre de Catherine Valenti chez Larousse, Bobigny, le procès de l'avortement. Voilà donc pour cette histoire que j'ai tirée du livre de Catherine Valenti paru chez Larousse, Bobigny, le procès de l'avortement. Et je suis très touché que vous ayez accepté, Gisèle Halimi, de nous recevoir chez vous pour revenir sur cette histoire. Je voudrais d'ailleurs savoir, à votre avis, jusqu'à quel point est-ce que ce procès conduit à la légalisation de l'avortement très vite après. 2 ans, ça n'est pas grand-chose. Il y a une percussion comme ça de ces 2 événements. Est-ce que ce sont ces 2 décisions de justice et le débat, ça j'en ai pas beaucoup parlé, qui accompagne ces décisions de justice, qui conduit tout droit à la loi Veil? Moi, je crois que ce qui s'est passé, c'est que tout ce qui s'est dit dans le procès, et même après, c'était quelque chose que l'opinion publique tout entière ressentait. On ressentait cette punition de l'avortement des femmes comme quelque chose d'absolument dépassé. Parce que, d'abord, et ça c'était important, parce que je l'avais dit en plaidant, quand on faisait le tour, par exemple, de l'Europe et d'autres pays, l'avortement était, sous certaines conditions, bien sûr, avec des précautions, était déjà admis. Il y avait dans l'opinion publique, à part évidemment les durs, ce que j'appelle les durs, et que je ne méprise pas, ceux qui étaient les religieux, qui s'attachaient donc à des espèces de, non pas d'idées sociales, la société n'avait rien à voir, ils s'attachaient à des dogmes. Comme nous sommes dans une société où il faut admettre les opinions de tous et de toutes, à condition, bien sûr, qu'elles ne soient pas susceptibles de tomber sous une qualification pénale, pourquoi pas? C'est-à-dire qu'en gros, l'opinion est prête, oui. Et vous sentez l'opportunité, à travers ce procès-là, de mobiliser l'opinion pour arriver à la loi. Voilà. C'est le bon moment, quoi. Il y avait un terrain, si je puis dire, voilà. Un terrain qui était plein de cela, comme on ressentait, je vous dis, comme quelque chose de parfaitement obsolète, de dire à une femme, vous ne pouvez pas faire ça, parce que n'oubliez pas que déjà, et c'est ça qui avait aussi facilité la loi de Simone Veil, il y avait tout ce que nous avions fait ensemble avec Simone de Beauvoir, Mon corps m'appartient. Il y avait eu le manifeste des 343 femmes, où nous disions toutes, nous avons avorté, nous le disons, pas nous le proclamons, mais nous le disons, et nous réclamons pour toutes les autres femmes un droit libre à l'avortement. C'était Simone de Beauvoir qui avait lancé ça, qui me l'avait passé. Elle m'a dit, Gisèle, allez-y, essayez de voir quelle signature un peu au-dessus de la mêlée, qui pouvait donc influencer un petit peu la pensée publique. Vous pouvez trouver, je lui dis, bien sûr, mais d'ailleurs je vais le signer. Elle m'a dit, ah non, pas vous. Pourquoi pas moi? Parce que vous risquez, ce qui était vrai d'ailleurs, comme avocate. Du conseil, ouais. De l'ordre. Voilà. Quand vous décidez de faire de cette affaire, ça n'est pas la première affaire d'avortement dans laquelle vous vous impliquez comme avocate. Je suppose que vous avez défendu des tas de femmes avant. Oui. Pourquoi celui-là? Pourquoi ces femmes-là? Est-ce qu'elles sont d'accord ou est-ce que vous leur tordez un petit peu le bras? Parce que c'est le bon moment? Pour d'autres raisons, mais celle-là, je vais répondre à votre question pour d'autres. Les vraies raisons, c'est que c'est un, comment vous dire, un vocabulaire et une appréciation d'avocate.
on a quelquefois ce qu'on appelle des causes en or. Ça veut dire qu'on sait que tout va assez bien marcher et que même si le procureur de la République est notre ennemi, entre guillemets, dans le procès, ne va pas nous chercher noise pour quelque chose qui nous gênerait. C'est-à-dire que même lui, vous pressentez que même lui ne pourra pas vraiment accuser ces femmes au-delà de la limite. Exactement. Il va être un peu gêné, il va être un peu pour d'ailleurs, parce que tout de même on est intelligent dans notre pays et on considère que tout ça c'est du passé. On avait surtout l'impression que ceux qui n'étaient pas a priori pour l'avortement s'y sont ralliés parce que ils ont dit c'est comme ça. C'est comme ça dans le monde. Il faut s'y faire. Il faut s'y faire et puis il faut pas qu'on soit un pays. Nous sommes un pays moderne et tout ça. Faut pas qu'on soit là. Et c'est comme ça que c'est venu. Et donc le procureur lui-même a eu il a eu des mots qui n'étaient pas très clairs. On savait plus très bien s'il voulait. Et puis finalement, il était là pour requérir. Il faut qu'il fasse son boulot. Donc il a dit une des peines de principe. Ouais. Voilà. Et ces deux femmes, vous les choisissez, enfin, cette fille et sa mère, et leurs complices qui ont un rôle vraiment annexe et dont on peut déjà sentir qu'on va droit à la relaxe les concernant. Mais vous les choisissez parce qu'elles sont sympathiques, parce que vous sentez qu'elles vont toucher le cœur des Français? Non, en fait, il faut d'abord dire, je ne les ai pas choisies. Elles étaient venues déjà inculpées. Bon, je me suis dit, la question que je me suis posée, c'est est-ce que je pourrais leur imposer ce que j'appelais un procès politique, entre guillemets, de l'avortement? Car tout le monde ne peut pas... assumer ça. Assumer, parce qu'il ne faut pas seulement dire oui, j'ai avorté, il faut l'expliquer, il faut un certain niveau de la défense. Oui. Et puis je ne me sentais pas le droit de les emmener là-dedans. Et donc je les ai pas du tout choisies, bien sûr, puisqu'elles étaient inculpées, mais je les ai averties. Elles étaient d'accord. Je leur ai dit, voilà, comment c'est la défense. Il y a la défense qu'on fait toujours. Oui, j'ai avorté, mais monsieur le président, j'ai déjà 4 enfants, je peux pas en avoir un 5e. Oui, j'ai avorté, mon mari est chômeur, je trouve pas de travail, etc. Ce qu'on plaide d'ailleurs en circonstances atténuantes, mais non pas en culpabilité, puisqu'on commence par dire, oui, j'ai avorté. Or, moi, le saut important, je crois que je voulais faire, c'est non seulement j'ai avorté, mais je le dis. Et je le réclame comme un droit. Donc c'est plus du tout la même note. Et elles ont accepté. Et je leur ai dit, je vous préviens, ça peut être le maximum parce que ça agace les juges. Ça. Ils sont là, ils vous disent, écoutez, c'est la loi, ça suffit, etc. Elles ont toutes dit, on y va. Elles n'étaient pas militantes, elles, du tout. Pas du tout. Elles le sont devenues après. Exactement. C'était des braves femmes qui avaient le sens de la justice, j'allais dire le sens inné. Intuitif. Voilà, mon corps m'appartient. Comment il peut y avoir une loi qui me mette en prison parce que je dispose de mon corps? Il y en a même une qui est allée jusqu'à... Parce qu'il fallait avoir une conscience, pas politique, mais historique de la chose en disant « Mais sinon, je suis une esclave ». Parce que c'est vrai que quand votre corps ne vous appartient plus, vous êtes esclave d'un maître. Un point qu'on a un peu de mal à comprendre. Pourquoi est-ce que Marie-Claire et sa mère ne disent pas pendant l'instruction que Marie-Claire a été violée? Pourquoi est-ce qu'on découvre qu'elle a été violée au procès devant le tribunal pour enfants? Pour une raison très simple qui tient à la procédure. Il ne suffit pas que vous disiez devant le juge d'instruction que vous êtes violée pour qu'on le croie. Il faut qu'à partir de ce moment-là, vous avez le flot des questions. Qui vous a violé? À quel moment? Où? Or, elle était menacée par son violeur. Qui habitait pas loin, qui habitait en bas. Qui habitait à côté, qui lui a dit « je te ferai ta fête », etc. Enfin, vous connaissez. Donc, elle ne pouvait pas vraiment le dire, elle avait peur. Et sa mère avait peur pour sa fille. Donc, moi, je le savais. Fallait-il le dire comment? Enfin, c'était tout le thème et la problématique d'un procès. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Mais en même temps, il ne faut, je crois, jamais oublier que ce procès, je le faisais bien sûr comme tous les procès, où on essaie d'expliquer, d'avoir ou l'acquittement ou le meilleur résultat. Mais je le faisais, j'avais senti que c'était le moment, le terrain il y avait déjà des revendications, comme vous savez, il y avait les signatures des 343 femmes célèbres, entre guillemets, qui revendiquaient l'avortement. Il y avait dans la population
un terrain très favorable, une écoute. Je ne dis pas qu'à ce moment-là, on aurait voté comme ça le droit à l'avortement, mais on était à l'écoute. Il y Est-ce avait du qu'on est, chemin voilà, qui est-ce s'était qu'on fait. est un vieux pays? Est-ce que les femmes ont des droits ou pas, etc. Le fait qu'on ne sache pas que Marie-Claire a été violée, au fond, ça vous évite quand même de passer par une case un peu facile et qui n'était pas votre objet, qui consistait à dire, puisque c'est un viol, on peut faire une exception. Or, ça n'était pas une exception que vous vouliez. Exactement, exactement. Je voulais que ce soit quelque chose qui devienne la généralité de la loi. Universel. La loi. Et qui donc s'applique à toutes les femmes qui n'ont pas comme des circonstances atténuantes. Ça, je n'en voulais pas, parce que ça, c'était facile à admettre. Elle a toutes les circonstances atténuantes. À ce moment-là, on lui donne 50 francs d'amende avec sursis, et puis c'est tout. Je voulais faire admettre que le droit d'avorter ou de ne pas avorter est un droit qui doit être donné uniquement à la femme et uniquement à la femme avortée. Alors vous choisissez un axe social qui est, je pense, assez en écho avec l'époque. On est après 68. Le discours les riches, les pauvres était pas indispensable pour porter cette cause-là. Il résonne avec l'époque. Non, il résonne avec la réalité. Au moment où nous avons cette affaire, il ne faut pas oublier comment Marie-Claire a été avortée. Il a fallu emprunter à la FEDEHEC sans provision pour trouver une avorteuse. Il a fallu qu'on fasse tout ce comité pour la soutenir. Ça n'était pas à ce point admis. C'était, si je puis dire, toléré. Dans certaines circonstances. Mais pas admis. Mais le côté riche contre les pauvres, est-ce que ça ne vous coupe pas, stratégiquement, d'une partie de l'opinion ? Ça nous a pas coupé, je vais vous dire pourquoi, parce que au moment du procès, je crois que c'est Simone de Beauvoir qui l'a fait valoir, justement. Elle l'a dit avec beaucoup d'intelligence, ce qui est sa marque de fabrique. Elle l'a dit, effectivement, là, il y a les circonstances qui aident. Mais moi-même, j'ai dit, je ne demande pas de circonstances atténuantes. J'ai plaidé le droit de la femme à disposer de son corps. Or, je n'ai jamais dit une femme qui est dans le besoin, etc. C'était la réalité des faits, là. On les mettait en avant. Mais c'était pas au nom de cette réalité des faits. C'était avant tout faire entendre et faire admettre que le corps d'une femme, la disposition du corps des femmes, n'appartenait ni à la loi, ni à l'homme législateur, ni à l'homme géniteur. Il n'appartenait qu'à la femme elle-même. Alors il y a la scène assez extraordinaire, j'ai tenu à la garder parce que elle rend compte d'une époque, de cette assemblée générale de Choisir et du MLF, où vous proposez votre stratégie des grands témoins, y compris de grands témoins hommes, Oui. parce que la réalité de l'époque est que les professeurs de médecine de l'époque sont des hommes, Oui. il faut faire avec, et où on vous dit non, t'as rien compris Gisèle, il faut des femmes et rien que des femmes, et pas besoin d'hommes et de femmes célèbres, des femmes du peuple. Ça dit quoi, ça, de l'état du féminisme à l'époque ? C'est vous qui aviez créé ce mouvement. Oui, pas tout Il seul. vous déborde un peu. Pas tellement, parce que je vais vous dire, par exemple, c'est amusant ce que vous dites, parce que je l'ai évoqué hier avec Régis Debray. Pourquoi Régis Debray ? Parce que dans la salle, il y avait sa mère, bien plus âgée que moi, et que toutes les femmes qui étaient là, et qui est venue dire, il faut le faire. Donc, c'est une chose qui ne m'a pas débordé. Ça a débordé à un certain moment, quand il y a eu une assemblée générale des femmes pour ce procès, et il y a eu effectivement, je dois même dire que j'ai été mise en minorité. Oui. Mais ça dit quoi de ces femmes-là ? Qu'elles n'ont pas compris qu'elles détestent les hommes à ce moment-là de leur histoire ? non, je crois pas. Il faut pas leur faire ce procès. Je crois qu'elles ont compris, si vous voulez, c'est le maximum, le débordement du mon corps m'appartient. C'est le ça, radicalisme. Voilà, mais c'est pas un radicalisme. Radicalisme, c'est... Non, si mon corps m'appartient, je vois pas pourquoi un homme viendrait me dire ce que je dois faire de mon corps. Mais c'était pas du tout quelque chose qui était tourné contre les hommes. C'était pour dire aux hommes ça, vous ne pouvez pas légiférer pour nous parce que vous ne pouvez pas sentir ce que nous sentions. Au contraire, c'était une manière de rendre le droit à l'avortement plus proche
des femmes, même qui n'avortaient pas. Et d'une certaine manière, c'était tenté, et on y a réussi, de rendre cette question proche des hommes, puisque finalement, ils sont venus pour nous appuyer. Les grands professeurs sont venus dire qu'ils étaient pour l'avortement. Selon vous, de tous ces hommes qui ont parlé, et femmes, de tous ces grands témoins que vous avez fait témoigner à ce procès, le président était excédé par leur présence. Il en avait marre. Complètement. Et vous le comprenez, parce que c'est pas la logique de la justice que d'entendre des sachants. Oui, absolument, absolument. Il n'avait Pour pas eux, tort. Oui. Il faut aller vite et aller au but. Qui a été le plus juste? Qui a appuyé où ça faisait mal? Et qui a été au fond le plus efficace? Le plus juste, à mon point de vue de féministe, Simone de Beauvoir. Parce qu'elle est venue dire mon corps, et c'est ce que nous disons. Et le plus efficace, je dirais que c'était le professeur Miliez. Parce qu'il était catholique. Catholique et contre l'avortement, pas seulement catholique. Oui. Et contre l'avortement. Et je dois dire que j'ai eu recours au professeur Miliez grâce au professeur Monod, qui était mon voisin. Là, nous étions très amis après. Et donc, lui, il m'a dit, allez voir le professeur Miliez et essayez, mais je vous préviens, il est tout à fait opposé. Et c'est pour ça, je crois que j'ai raconté ça, comment il m'a reçu. Il m'a entendu, tout ça, il m'a reçu le soir tard chez lui. J'ai ouvert mes dossiers, je lui ai dit, et j'ai été un peu trompée par son attitude comme ça, d'écoute formidable. Parce qu'il y avait ça chez lui, il y avait cette dualité. Et il m'a dit, oui, je comprends, en définitive, non, moi je peux pas, vous comprenez, il m'a fait tout un discours qui m'a un peu agacée. Moi, toute ma vie, j'ai défendu toujours, comme professeur dans les hôpitaux, j'ai défendu la vie, j'ai sauvé des femmes qui avaient les reins abîmés à cause d'un avortement mal fait. Justement, c'était un argument pour moi, ça, d'un avortement clandestin. S'il avait été fait par un médecin, comme on peut le faire maintenant, il n'y aurait pas eu cette femme complètement, j'ai envie de dire, abîmée. Donc, c'est un homme qui avait fait du chemin, en fait. Ah beaucoup oui, de chemin. Oui. Et je vous dis, il m'a un chemin énorme, parce que jusqu'au bout, il m'a dit non, je peux pas. Comprenez-moi, il me demandait même pardon, mais je peux pas. Alors bon, j'ai compris qu'il n'y avait rien à faire. Et il est venu. Et alors j'ai rangé tous mes dossiers, je suis partie, et il m'a rattrapé, il est venu. Il m'a rattrapé quand j'ouvrais la porte de son appartement pour aller prendre l'escalier, pour partir. Il m'a vraiment attrapé comme ça par mon manteau derrière, et il m'a dit non, écoutez, non, revenez, non, je ne peux pas, je n'ai pas le droit de ne pas intervenir. Venez, je veux vous parler. Et c'est là que j'ai eu, si je puis dire, mon meilleur témoin, puisque vous me posez parce que lui, il venait de là où venaient les juges, probablement, et il avait fait un bout de chemin. En plus, il venait de des opposants. Loin, des opposants, de ceux qui défilaient, qui nous vouaient aux gémonies, etc. Oui, il venait plus loin. Et tout à coup, et ça a été la chose la plus importante. Je me souviens des journaux de l'époque. Je crois qu'à l'époque, il y avait Paris Soir ou quelque chose comme ça, un journal du soir en tout cas, parce que ça avait... Et il y avait 5 colonnes à la une sur le professeur qui disait « Il soutient le procès, il soutient Marie-Claire ». Et ça a été formidable. Alors il y a des combats politiques dans cette affaire, il y a un combat politique, mais il y a aussi quand même une implication personnelle. À l'époque, je sais d'expérience que la mise en avant de soi n'était pas votre affaire. Non. Vous étiez militante, vous étiez avocate, mais vous-même, vous ne vous mettiez pas en avant. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le temps ayant passé, vous admettriez que c'était aussi une affaire de vous? Ça dépend comment vous le dites. Je dirais oui, parce que c'est une histoire que j'ai vécue, moi-même. L'avortement? Oui. Oui, un avortement avec hémorragie et tout ça. Donc moi, je l'ai vécu dans mon pays d'origine, en Tunisie. Et j'ai senti à quel point c'était désespérant. Si vous voulez, c'est le moment où j'ai senti que je comprenais très bien que les femmes qui n'étaient pas aidées
qui ne pouvaient pas faire un avortement dans les bonnes conditions choisissent quelquefois de mourir, de se suicider, de se laisser aller aux hémorragies, tout ça. C'est très difficile à exprimer, vous savez, même à votre micro. Mais est-ce que, à un moment donné, vous vous dites, sur ce coup-là, j'ai un destin Non. personnel? Non, parce que je l'avais, excusez-moi, mais je l'avais avant. C'est arrivé assez tard, ça, pour moi. Je m'étais engagée dans le combat politique pour l'indépendance des pays colonisés par la France. Je trouvais que c'était honteux qu'on ne pouvait pas être français, faire ça. Alors mes parents me disaient, de quoi tu te mêles? Bon, c'est vrai. Ils n'aimaient pas ça, mes parents. Ils étaient pour la légalité, pour le président de la République et tout ça. Pas de concession oui. là-dessus, de Gisèle Halimi, une sorte d'aventure personnelle. Mais non, pas du tout. C'est une aventure que, à d'autres niveaux, à d'autres plans, pour d'autres objets, j'avais vécu. Quelquefois, je me disais, mon père me disait que j'agaçais d'ailleurs, il me disait, tu n'as que ce mot-là à la bouche, c'est injuste, c'est injuste. Pour moi, j'ai eu un réflexe qui n'était pas du tout d'embrasser tout ce que j'ai fait par la suite, mais le sens de la justice. Et il m'est venu, je dis, de l'éducation qu'on m'a donnée. C'est-à-dire, on disait que mes frères, j'en avais 2, pouvaient tout faire, parce que mon père et ma mère, surtout, disaient, c'est des garçons. Et que moi, je n'avais le droit ni de sortir, ni de choisir mes études, et tout ça. Donc j'ai eu une éducation extrêmement contraignante, mais contraignante très précise dans ce sens homme-femme. Donc, si vous voulez tout ça, je voulais me convaincre qu'on pouvait arriver, malgré cette éducation, à avancer et à faire avancer. Ça aussi, je dois Donc dire c'est à que la ça fois m'a- nourri de votre éducation Oui. et construit contre votre éducation. Oui, c'était construit contre, oui, beaucoup. Les deux. Les deux, oui. Oui, nourri, oui, parce que nourri, c'était la révolte. La justice, Construit contre, c'était mon engagement. c'était le patriarcat. C'était un patriarcat total, Voilà. absolu. Hein. Ma mère, on l'a mariée à 16 ans, elle ne connaissait pas mon père. Heureusement que mon père était un type épatant et très beau, d'ailleurs, que j'ai beaucoup aimé. Donc, elle a eu de la chance, quoi, mais c'était comme ça, elle ne l'avait jamais vu avant. Donc pardon, mais c'est une histoire personnelle aussi. Peut-être, mais alors il faut se poser la question, si j'avais pas eu ça, est-ce que je l'aurais fait? Je crois que je l'aurais fait quand même. Voilà. Vous voudriez croire. Oui, Aujourd'hui, 50 ans après, oui, déjà. si vous en aviez la force, contre quoi est-ce que vous vous élèveriez aujourd'hui? Oh. Pourquoi vous reprendriez la robe? Ah, reprendre la robe, je ne sais pas, ça c'est autre chose, mais contre quoi? Mais moi, je me battrais contre... Enfin, c'est toujours la même bataille qui n'a jamais été gagnée, et sera-t-elle gagnée un jour? C'est qu'on a changé les lois, mais que les mentalités résistent. On continue de dire, je vous envoie quelqu'un, je vous préviens, c'est une femme, mais Mais elle est bien. elle est intelligente, mais ça me fait bondir. Mais je vous assure que c'est comme ça encore aujourd'hui. Et si c'était inextinguible? Si c'était Oh non, là, irréversible? Si c'était l'héritage que nous avions des animaux, que le mâle domine la femelle? non, mais moi je considère que l'héritage que nous avons des animaux, nous sommes bien au-dessus, puisque nous sommes des êtres pensants et que les animaux ne le sont pas. Et si c'était ça, nous devrions, nous, faire la preuve que notre époque, justement, elle a considéré, elle a apporté comme dépassé, comme révolu ce que vous venez de dire. Il ne vous est jamais venu à l'esprit qu'au fond, le patriarcat, le machisme, était quelque chose de presque insoluble dans la société humaine? Non. Ça, je dirais, non seulement, j'ajouterais, ça ne m'est venu jamais à l'esprit, mais ce que j'ai toujours eu à l'esprit, c'est que ce matriarcat, cette injustice est une profonde, comment dirais-je, hors du temps, surtout aujourd'hui, hein, on parle d'aujourd'hui. Oui. D'aujourd'hui, je ne vois pas en quoi un homme est supérieur à une femme. Il faudrait que vous me disiez, alors, la force physique, on s'en fout.
Bon, force physique, vous prenez un balai, etc. Et puis il a une éponge dans la tête, ça n'avance pas bien la société. Donc en quoi un homme aujourd'hui serait supérieur ? Il n'est pas supérieur, mais le malheur veut que la société, ça ce sont les ancrages de la société, que la société a gardé comme ça des scories, des idées qu'on n'ose pas exprimer comme je vous le dis, mais qu'on a dans la tête. Quand on vous dit oui, elle est très bien, mais c'est une femme, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Méfiez-vous, elle va vous faire un coup, elle n'est pas solide, ça veut dire quoi ? Alors moi, je dois vous dire, j'ai employé à mon cabinet, ça fait plus de 50 ans que je suis avocate, et que je continue de l'être. Donc j'ai employé à mon cabinet à peu près autant de jeunes avocats que de jeunes avocates. Alors je ne vais pas jusqu'à vous dire que les avocates étaient plus intelligentes ou plus fortes, non. Mais il y a une écoute, si vous voulez, au départ, et c'est ça, j'allais dire, le malheur masculin. Le malheur masculin, c'est qu'il arrive au départ, dans sa vie, tout de suite, c'est un homme. Et comme c'est un homme, déjà, il est plus haut. Avant qu'il ait rien fait, je dirais presque en naissant. Moi, je sais très bien, j'ai mis 3 garçons au monde, je sais très bien comment chaque fois, moi, je faisais « Ah, parce que je voulais une fille, au moins une fille. » Bon. Et qu'autour de moi, on me disait « Ah, c'est un garçon, c'est formidable, elle a 3 garçons. » Enfin, voilà. Donc, il naît avec cet héritage séculaire. Donc, la femme, elle doit déjà être confrontée à ça. Elle doit déjà l'analyser bien. Elle doit déjà le dépasser pour elle-même et elle doit le combattre. Mais le combattre pas avec un couteau ni une mitraillette, mais le combattre avec sa sensibilité, avec son expérience, avec, je dirais pas, je ne veux pas tellement d'indulgence, voilà, je dirais. Parce que je pense que vouloir de l'indulgence pour faire comprendre ça aux hommes, ce serait admettre qu'ils soient idiots, quoi. Est-ce qu'elle aurait été belle et excitante, votre vie ? Est-ce que ça aurait été une belle vie ? Magnifique. Magnifique, je dis souvent à Sandrine, qui est ma fidèle secrétaire depuis longtemps, plus j'y réfléchis et plus je me dis, j'aurais jamais voulu avoir une autre vie. Jamais. Parce que j'ai été comblée dans ce que je voulais comme combat. J'ai été comblée en amour, ça compte aussi, parce qu'on vous dit tellement, ah, les femmes qui font quelque chose, les hommes s'en détachent, ils n'aiment pas ça. Je dirais, moi, je peux témoigner que c'est l'inverse. Les femmes qui font quelque chose, elles existent. Elles existent, elles sont une interlocutrice pour vous. Elles sont une interlocutrice, elles peuvent vous aider. Elles peuvent aller dans votre sens ou vous dire que vous faites fausse route. Donc, je dirais l'inverse. Donc, pour moi, qu'est-ce que j'aurais voulu ? Avoir une autre vie en plus. Merci Gisèle Halimi. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.